Bonsoir. Merci beaucoup à tous et toutes d'être avec nous alors qu'il fait très beau dehors, il paraît, mais la température est bien correcte ici aussi. Je crois comprendre qu'il y a beaucoup de gens ce soir qui viennent ici pour la première fois. Est-ce que je me trompe? Levez la main, les nouveaux. Oui, il y a pas mal de gens. Alors, je vais vous faire un petit topo rapide sur ce qu'est le Cœur des Sciences. Je me présente, je suis Stéphane Schex, je suis la directrice du Cœur des Sciences. Et donc, nous, ce qu'on fait au Cœur des Sciences, c'est qu'on organise tout un tas d'activités de vulgarisation scientifique. On traite des sujets très, très variés. Ce soir, on va vous parler de préhistoire, mais il y a 2 semaines, on parlait des algorithmes et de l'intelligence artificielle. On va parler aussi prochainement de géopolitique de l'espace. Donc, tout ce qui peut vous intéresser, vous allez le trouver au Cœur des Sciences. C'est des conférences, des débats, c'est aussi, quand il fait beau temps, des balades scientifiques. Donc, n'hésitez pas à suivre notre programmation. Si vous venez une fois, en général, je pense que vous allez revenir d'autres fois. Alors, ce soir, on va remonter le temps, puis on va aller jusque dans la préhistoire. Puis, quand on pense à préhistoire, souvent, on imagine des scènes de chasse, des peintures rupestres. En tout cas, on imagine souvent des hommes, parfois des femmes, mais tout le temps des adultes. On ne pense jamais qu'il pouvait y avoir des enfants pendant la préhistoire. Pourtant, c'est comme une évidence. Donc, on va remédier à cela ce soir avec notre conférencière que je vous présenterai dans quelques instants. Mais avant de commencer, j'aimerais évidemment remercier nos partenaires. Alors, nous avons notre partenaire de programmation qui est le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, qui nous soutient donc pour toutes nos conférences. Un merci aussi tout spécial au Consulat général de France à Québec, qui nous accompagne depuis de nombreuses années et qui permet la venue justement de conférenciers et de conférencières de France. Je remercie aussi l'ACFAS. L'ACFAS organise à la fin de cette semaine le Forum Sciences et Sociétés. C'est un événement vraiment exceptionnel qui est adressé aux étudiants de cégep. Et donc, à cette occasion, les étudiants vont rencontrer tout un tas de chercheurs, discuter avec eux, échanger avec eux. Et donc, c'est dans le cadre de cet événement que Mme de Beaune est venue au Québec. Et évidemment, un grand merci à toute l'équipe du Cœur des Sciences, sans qui vous n'auriez pas cette activité merveilleuse ce soir. Comment ça va se passer? Nous allons avoir une conférence d'environ 50 minutes. Si Sophie est très enthousiaste, peut-être que ça va aller à 1 heure, 1 heure et quart, mais en tout cas, ça vous donne un peu une idée. Et par la suite, nous allons ouvrir une période de questions. Vous avez peut-être repéré de chaque côté de la salle 2 micros, donc il vous suffira de vous lever et je distribuerai la parole à droite et à gauche, un tour chacun. Vous avez vu aussi qu'il y avait des caméras dans la salle. Donc, seule la conférencière est filmée pendant la conférence. On fait une captation vidéo qu'on diffuse en différé après sur notre chaîne YouTube. Donc, vous n'êtes pas filmé. Vous n'êtes pas filmé non plus pendant la période de questions, mais votre question va être enregistrée. Si jamais ça vous pose un problème, venez me voir et puis on s'arrangera pour couper le passage où vous intervenez au montage. Alors maintenant, passons au vif du sujet. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Sophie Archambault de Beaune. Elle est préhistorienne, elle est professeure à l'université Jean Moulin Lyon 3. Vous pouvez vous approcher pour qu'on vous voit. Elle mène ses recherches au laboratoire Archéologie et Sciences de l'Antiquité à Nanterre, en région parisienne. Elle s'intéresse au quotidien des humains du Paléolithique supérieur et elle est l'auteure de nombreux ouvrages. Moi, j'ai commencé à lire Préhistoire intime, vivre dans la peau des Homo sapiens. C'est passionnant, ça se lit comme un roman, je vous le recommande. Alors, je vous souhaite une belle conférence et on se voit pour la période de questions. Eh bien, tout d'abord, moi, je voudrais remercier Stéphane pour son invitation et remercier aussi le Consulat de France, puisque je suis venue au Québec pour le Forum Sciences et Sociétés qui va avoir lieu les 1er, 2 et 3 novembre à Québec. Et donc, on a profité de mon passage pour proposer cette conférence. Voilà. Effectivement, je travaille sur la vie quotidienne des hommes et des femmes au Paléolithique supérieur, mais c'est vrai qu'on parle très peu des enfants. Ils sont invisibilisés, comme on dit aujourd'hui, un peu comme s'ils n'avaient pas existé, alors qu'évidemment, il y a eu des enfants, il y en a même eu certainement un certain nombre, et c'est bien pourquoi on est là, bien sûr.
Alors, je suis contente de voir d'ailleurs qu'il y a des enfants dans la salle, donc j'espère que ça va leur plaire d'entendre parler d'enfants qui les ont précédés il y a bien longtemps. Alors, d'abord, avant de parler de ce que faisaient ces enfants, on peut se demander à quoi ressemblaient-ils. Donc, je vais vous parler des Homo sapiens qui ont vécu à la période qu'on appelle le Paléolithique supérieur. C'est une période qui a duré 30 000 ans à peu près, de 40 000 à moins 10 000 en Europe. Je ferai des petites incursions ailleurs que l'Europe, mais je vais quand même essentiellement parler de l'Europe. Et c'était des gens qui étaient comme nous. Les Homo sapiens de l'époque, nous sommes nous-mêmes des Homo sapiens, donc ce sont des Homo sapiens comme nous, avec quelques petites différences, mais pas plus de différences qu'il n'y en a aujourd'hui entre, je ne sais pas moi, un papou de Nouvelle-Guinée et un Nord-Américain. Il y a une variabilité intraspécifique, une variabilité à l'intérieur de l'espèce humaine, mais l'Homo sapiens d'il y a 30 000 ans ne sortait pas de l'espèce. C'était bien la même espèce que nous. Alors, parmi justement leurs caractéristiques, ils étaient très grands. Les hommes de cette époque avaient en moyenne, les hommes, les mâles, hein, les hommes, avaient en moyenne 1,80 m. Et vous avez ici un exemplaire à gauche d'un squelette dont on a calculé que de son vivant, il mesurait 1,88 m. Et on les a comparés d'ailleurs aux populations Maasai d'Afrique de l'Est, qui sont des gens très très grands et avec des grandes jambes, des grands marcheurs, des gens qui ont une silhouette extrêmement effilée, fine et très longue. Et il y avait assez peu de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que les femmes avaient un squelette assez comparable à celui de l'homme, elles étaient aussi très robustes. Et c'est d'ailleurs pourquoi, bien souvent, il y a des squelettes qui ont été interprétés au départ, quand ils ont été découverts, comme étant des squelettes masculins. Et aujourd'hui, on a des méthodes d'analyse, des méthodes d'études, en particulier l'ADN, mais pas seulement, qui ont permis de montrer que dans certains cas, en fait, il s'agissait de femmes. Vous avez l'exemple ici de la dame du Cavillon, qui avait été au départ appelée l'homme de Menton, parce qu'on croyait que c'était un homme, et puis on s'est rendu compte par la suite que c'était une femme. Les hommes avaient la peau foncée, les hommes et les femmes, les humains de cette époque-là avaient la peau foncée parce qu'ils venaient d'Afrique. Et donc les peaux foncées sont mieux adaptées donc, au soleil et elles ont tendance à claircir quand elles montent vers le nord et quand elles vont dans des régions moins ensoleillées. Alors quant aux enfants, eh bien, vous voyez ici une représentation d'un enfant qui en fait est fausse, puisque vous voyez qu'il a la peau blanche, donc il ne devrait pas avoir la peau blanche sur cette reproduction. Et ce qu'on suppose, c'est que les enfants étaient également grands, comme les adultes, et qu'ils devaient être dans la... Vous savez, quand votre enfant naît, je pense que c'est comme en France, vous avez un carnet de santé. Et dans le carnet de santé, vous avez une courbe de croissance de l'enfant, avec une moyenne, et puis vous avez une fourchette avec les enfants plus grands et les enfants plus petits. Donc là, on suppose qu'en fait, les enfants étaient plutôt dans la partie haute de la courbe de croissance, mais rien d'exceptionnel. Et aussi des jeunes enfants. Alors, est-ce qu'il y avait beaucoup de petits-enfants en bas âge autour des femmes? Est-ce que les femmes avaient une nombreuse progéniture? Là, vous voyez une reproduction du 19e siècle où on imaginait que les femmes étaient entourées de grappes d'enfants autour d'elles. Et en réalité, il est fort probable que ce n'était pas le cas. Alors, qu'est-ce qui permet de penser ça? C'est parce qu'on peut faire des analyses des dents de lait des enfants. Donc, on étudie les isotopes du calcium. On fait des prélèvements dans les dents. Vous pouvez voir ici sur la photo des petits trous sur la gauche. Et ça représente, ce sont des prélèvements qui sont faits sur la dent à différents âges ou à différentes périodes de croissance. Et on peut donc savoir à quel moment l'enfant a été sevré, c'est-à-dire à quel moment il a arrêté de boire du lait maternel, à quel moment il est passé à une alimentation plus diversifiée. Et on s'est rendu compte que les femmes allaitaient très longtemps, environ 3 à 4 ans, ce qui correspond à peu près à ce qu'on observe dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles. Or, on sait que lorsque les femmes allaitent, elles ont moins tendance à tomber enceintes. L'allaitement provoque une réaction hormonale qui fait que les femmes, c'est un
contraceptif naturel. Alors, ça ne marche pas toujours, mais quand même, on a moins de probabilité de tomber enceinte. Du coup, on peut faire une estimation de la distance, si vous voulez, des délais entre chaque naissance d'enfant. Et on a estimé qu'il y avait entre 4 et 5 ans qui se passaient entre chaque naissance. Donc les femmes n'avaient pas beaucoup de petits-enfants en bas âge autour d'elles. D'autant plus qu'il y avait quand même une mortalité infantile assez élevée. Et on a calculé que si une femme commençait à procréer vers 14-15 ans, jusqu'à 35 ans, admettons, elle avait au maximum 5-6 enfants dans sa vie, en sachant qu'il y en avait qui ne survivaient pas. Et je fais un petit détour vers la paléodémographie, c'est-à-dire les projections que l'on fait sur l'espérance de vie au Paléolithique. Alors là, vous pouvez voir une espérance de vie à 22 ans, mais en réalité, c'est extrêmement trompeur. Alors, on a calculé que très probablement, la démographie, l'espérance de vie et la démographie au Paléolithique étaient comparables à ce qu'on connaît dans les sociétés du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle en Europe, où là, on a des données historiques. Donc, on sait qu'un tiers des enfants mouraient soit à la naissance, soit avant l'âge de 1 an. Un autre tiers mourait entre 1 et 20 ans. Et parmi ce tiers, c'était très souvent des jeunes femmes qui mouraient en couche, c'est-à-dire au moment de l'accouchement. Et ensuite, les gens qui pouvaient survivre pouvaient vivre relativement longtemps, jusque vers 60, 70 ans. Ce qui veut dire que quand on fait la moyenne de ça, on obtient 22 ans, ce qui est très bas. Mais ça ne veut pas dire que les gens étaient vieux à 22 ans. Ça veut dire simplement qu'ils avaient moins de probabilité de vivre longtemps. Et par contre, s'ils échappaient à ces accidents de la vie, ils pouvaient vivre 60-70 ans. Alors, je reviens aux enfants. Alors, donc, il y avait, j'ai donc dit, il n'y avait pas énormément d'enfants en bas âge au même moment dans une famille, autour d'une mère. Mais ça n'empêchait pas, même si la femme avait un bébé ou un petit enfant, ça ne l'empêchait pas de faire des tas d'activités, puisqu'on sait très bien que dans toutes les sociétés, y compris la nôtre, il y a des systèmes de portage de bébés. Et on sait que les femmes portent les bébés sur le dos et ça ne les empêche pas de travailler au champ, de faire toutes sortes d'activités. Une fois passés, bien sûr, les inconvénients de l'accouchement, elles peuvent faire beaucoup de choses. Donc, accrocher son bébé dans le dos, ça permet de libérer les mains et donc de se rendre disponible pour toutes sortes d'activités. Alors, est-ce que ça existait au Paléolithique? Alors, on a un petit élément de réponse. Dans le site de Gunnersdorf, en Allemagne, c'est un site qui a livré de très nombreuses plaquettes en schiste, en pierre, sur lesquelles sont gravés des animaux, mais aussi beaucoup de représentations féminines, comme vous pouvez voir ici, des représentations féminines de profil. Et sur une de ces plaquettes, on voit 3 silhouettes féminines, dont une qui semble porter quelque chose sur le dos, et ça ressemble à un porte-bébé rigide, un peu comme ça existe dans certaines sociétés, en particulier en Amérique latine, donc qui sont des structures rigides pour mettre le bébé dans le dos, des sortes de paniers en fait. Donc on peut supposer que c'est effectivement ce système, il y avait un système de portage de cette époque. Et puis je fais un détour aussi sur, alors je vous ai parlé des jeunes femmes qui s'occupent des bébés, mais il y avait aussi d'autres femmes qui s'occupaient des enfants, c'était les grands-mères. Parce que, alors vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais il se trouve que l'espèce humaine est une des rares où les femmes vivent longtemps après avoir été ménopausées. C'est-à-dire que dans la plupart des espèces animales, une fois que les femelles ne peuvent plus faire d'enfants, elles meurent, elles ne servent plus à rien. Bon, en gros, c'est ça. Mais chez les femmes, et également chez quelques autres espèces, chez certains primates non humains, chez les hyènes, eh bien, chez les cétacés aussi, les femelles continuent à vivre très longtemps. Et chez les humains, les études de psychologie évolutionniste et des observations ethnographiques ont montré qu'en fait, les femmes donc d'un certain âge avaient un rôle essentiel à jouer, d'une part vis-à-vis des jeunes, des enfants, puisqu'elles continuent, elles leur apprennent des choses, donc elles leur transmettent leurs connaissances, leur savoir,
Et d'autre part, elles participent à la vie du groupe et elles ramènent beaucoup de nourriture, en particulier dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Elles ramènent une grande quantité de nourriture en cueillant des végétaux, en pratiquant de la petite chasse, etc. Donc, par exemple, chez les Hadza de Tanzanie, on s'est rendu compte que ces femmes plus âgées procuraient à peu près 30% des ressources alimentaires à la tribu. Alors, j'en viens maintenant aux enfants proprement dits. Alors, qu'est-ce qu'on sait des enfants ? D'abord, on a fait des estimations, on suppose qu'ils formaient à peu près 40% de la population. Donc, c'est assez important. Et on peut en déduire que s'il y a eu autant d'enfants, forcément, il y a eu des vestiges archéologiques qui doivent témoigner de leur présence. Mais malgré tout, on s'aperçoit que dans la littérature scientifique, on en parle très peu. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que les archéologues ne se sont pas intéressés aux enfants ? Alors, on peut supposer que soit c'est parce qu'ils ont considéré que l'apport des enfants à la vie du groupe était négligeable, c'était pas intéressant en gros, soit c'est parce que leur présence ne laissait pas de traces. En réalité, on va voir que leur présence laisse des traces. Elles ne sont pas très abondantes, mais il faut savoir les chercher et on peut en trouver. Alors, parmi leurs activités, on sait que les enfants fréquentaient les grottes profondes. Ça, on en est sûr. On a des témoins directs de fréquentation des grottes. Comment ? Parce qu'on a retrouvé des empreintes de pas dans certaines grottes, dans une vingtaine de grottes dans lesquelles il y avait de l'argile molle sur les parois ou sur le sol. Les enfants ont laissé l'empreinte de leurs pas, soit sur le sol, soit parfois sur les empreintes de leurs mains sur les parois. Alors, il y a beaucoup de grottes profondes dans lesquelles on n'a pas d'argile. Ça, c'est une question de géologie. Donc, on n'a pas toujours ces traces. Mais en tout cas, dans ces grottes-là, on sait qu'il y a eu des enfants. Et même les empreintes d'enfants sont plus nombreuses que les empreintes d'adultes. Donc ça, il y a une explication, je vous la donnerai plus tard. Mais d'abord, je vais vous montrer des exemples. D'abord, une grotte qui est en Ariège, dans les Pyrénées, en France, qui s'appelle le réseau Clastres. C'est un réseau qui communique avec la grotte de Nio, qui est une grotte ornée qui est assez célèbre, dont certains ont peut-être entendu parler. Et dans cette grotte, donc, vous pouvez voir tout en bas du plan l'entrée primitive supposée. Donc les gens sont rentrés dans cette grotte. Et il y a un groupe de 5 personnes qui sont rentrées dans cette grotte. Un homme adulte, une femme, soit une jeune femme, soit une adolescente, et 3 enfants. Donc ils sont rentrés par le fond. Là, la photo que vous voyez à gauche, on voit la partie plus sombre, c'est le fond. Donc ils sont arrivés par là-bas. Et les 3 enfants sont montés sur une dune de sable que vous pouvez voir sur la photo. Et ils ont marché côte à côte en se tenant par la main, tous les 3. Ils sont montés sur la dune. C'est ce que vous pouvez voir. Alors, je ne sais pas si je peux vous... Est-ce que vous voyez la flèche là qui se déplace ? Oui ? Et là, ils sont montés. Ils se sont arrêtés ici. Il y avait une sorte de banc de calcite glissant. Donc, ils se sont arrêtés, ils ont stoppé. Ils se sont demandé s'ils continuaient. Ils ont continué et ils sont passés de l'autre côté. Donc voilà, vous pouvez voir la suite ici de la plage. Hop, ils sont passés de l'autre côté de cette espèce de dune de sable et ils ont dévalé la pente. Et ensuite, ils se sont tous regroupés en haut, sur une petite partie plus haute. Puis, la jeune femme est restée avec l'enfant le plus jeune. Les autres sont partis tout au fond de la grotte. Ils ont même laissé traîner leurs doigts sur la paroi. On voit des traces de doigts. Et puis, quand ils sont arrivés tout au bout, ils ont fait demi-tour et ils sont ressortis en passant par le centre. Alors, on a très peu d'empreintes des adultes, parce que les enfants ont marché sur le côté et les adultes ont marché dans la partie centrale, où il y a eu du ruissellement et ça a effacé leurs traces, en fait. Mais on a quand même un tout petit peu de traces d'adultes, donc on sait qu'il y avait 2 adultes avec eux. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, pourquoi les traces d'enfants se conservent mieux ? Parce que si vous emmenez des enfants dans une grotte, et c'était encore aujourd'hui, mais c'était la même chose au Paléolithique,
Vous emmenez des enfants avec vous dans une grotte, ils ne vont pas rester sagement à côté de vous à marcher au milieu. Ils vont aller dans des chatières, ils vont se propulser sur des corniches, dans des rebords, et ils vont aller dans des endroits assez inaccessibles où les adultes, raisonnables comme ils sont, n'est-ce pas, ne vont pas aller. Ce qui fait qu'après, avec les ruissellements ou des passages d'animaux, toutes les parties qui ont été fréquentées par les adultes vont être effacées, les traces vont être effacées, alors que les traces des enfants vont rester parce qu'il n'y aura pas eu de passage postérieur. Donc c'est uniquement, si on a plus de traces d'enfants, c'est uniquement pour des raisons de conservation différentielle. Donc ça c'est mieux conservé, les traces d'enfants sont mieux conservées. Alors on n'a pas toujours pensé ça. Dans les années 1930, lorsqu'on a retrouvé les premières traces, on a pensé que peut-être que finalement, ces grottes avaient servi pour des rituels d'initiation. Il y avait des jeunes enfants à l'âge de la puberté qui étaient initiés au passage des adultes, etc., de l'âge adulte. En réalité, ça ne fonctionne pas pour la bonne raison qu'on a parfois des empreintes de pas d'enfants très jeunes et même de bébés. Donc évidemment, des bébés sont un peu petits pour être initiés. Alors, je vous donne un autre exemple qui est intéressant parce que c'est une étude qui a été faite assez récemment. Donc, c'est une grotte dans laquelle on a retrouvé à peu près 600 empreintes de pas de tout un groupe. Donc, il y avait une vingtaine de personnes qui ont circulé dans cette grotte, des adultes et des adultes des deux sexes, des adolescents et des enfants. Alors, je ne vais pas évidemment vous décrire les 600 empreintes, ce n'est pas le but. Simplement vous donner un exemple intéressant de la manière dont on peut interpréter ces empreintes. Il a été fait appel à des pisteurs namibiens de la tribu San, qui sont venus de Namibie, et on leur a demandé d'observer ces traces et de les interpréter. Et c'est eux qui ont dit qu'il devait y avoir tant de personnes de tel âge, tel sexe, etc. Et ils se sont rendus compte que dans un sens, on a les traces d'un enfant et d'une jeune femme, entre autres. Et au retour, les traces de l'enfant ont disparu, mais par contre, les traces de la jeune femme sont beaucoup plus enfoncées dans le sol. Du coup, on peut supposer qu'elle a porté son enfant quand ils sont ressortis de la grotte, donc sur le retour. Donc vous voyez qu'on peut arriver à un niveau de précision assez intéressant. C'est ça qui est amusant avec la préhistoire, c'est que d'un côté, on manie des périodes de temps phénoménales, hein, des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, mais d'un autre côté, parfois, quand on étudie certains vestiges, on peut retrouver des gestes très précis, ou des événements extrêmement précis qui se sont passés vraiment en quelques minutes. Alors, un autre exemple, c'est une grotte qui est en Ariège aussi, qui est très connue, d'une part parce que c'est une grotte magnifique, ornée, avec beaucoup de gravures sur les parois, et aussi parce qu'on y a retrouvé dans la salle du fond 2 bisons modelés en argile que vous pouvez voir sur la photo. Or, dans cette salle, la salle des bisons, on a retrouvé beaucoup d'empreintes de pas d'enfants, très enfoncées, les talons sont très enfoncés dans le sol. C'est pour ça qu'on a parlé, d'ailleurs, on a appelé cette salle la salle des talons, en fait. Ce n'est pas la salle des bisons, c'est la salle des talons. Et à l'époque, quand on a découvert cette grotte au début du XXe siècle, on a cru que c'était des enfants qui s'amusaient à se déplacer à croupe-ton. On ne comprenait pas très bien, mais bon, c'est l'hypothèse qui a été avancée à l'époque. Et là, on a fait venir à nouveau les pisteurs namibiens dans cette grotte qui ont dit que pour eux, il y avait effectivement un jeune adolescent et un adulte. Et qu'en fait, ils ont transporté l'argile, ils ont fait plusieurs allers-retours pour transporter l'argile pour façonner les bisons. En traversant la salle plusieurs fois, et leurs talons sont plus enfoncés au retour quand ils ont l'argile dans les mains. Mais ceci étant, pourquoi ils ont marché en appuyant leurs talons dans le sol? Là, les pisteurs n'avaient pas d'explication. Ils n'ont proposé aucune explication convaincante, en tout cas. Et puis parfois, ce sont des mains. Ici, on a les mains d'un petit enfant de 4-5 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que cette main, on l'a retrouvée dans un puits. Donc c'est dans la grotte de Fontanet, une autre grotte ariégeoise. Et pour accéder au fond de la grotte, il faut passer un puits
qui est très profond, qui a une verticale de 20 mètres. Et pour les adultes, ce n'est pas trop compliqué. Il faut utiliser ce qu'on appelle en spéléologie la technique d'opposition, c'est-à-dire qu'on appuie avec ses mains et ses pieds et on descend comme ça. Sauf que pour un enfant, c'est très difficile. Donc cet enfant a dû être aidé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a bien descendu. Il est bien descendu dans le puits, puisqu'on a l'empreinte de sa main, et on a retrouvé des empreintes de ses pas dans la partie profonde de la grotte. Et puis, encore plus rare, mais exceptionnel aussi, on a retrouvé quelques traces de bébés. Ici, vous avez, toujours dans la grotte du Tuc de Doubert, celle des bisons, on a retrouvé sur une banquette d'argile les empreintes d'un enfant de 2 ans, d'après la taille de ses petits pieds. C'est un bébé de 2 ans, qui évidemment n'est pas venu tout seul, forcément. Donc il a été amené, probablement avec ses parents, ou sa mère en tout cas, qui l'a apporté. En tout cas, ce qu'on peut déduire de ces traces, c'est que d'abord les enfants fréquentaient les grottes, même très jeunes, et ça veut dire que ces grottes ornées ne sont pas des lieux sacrés qui auraient été réservés à des initiés, etc. C'est-à-dire qu'on y allait à plusieurs, on y allait en groupe, avec des hommes adultes, et des femmes, des adolescents, des enfants. Donc ce n'étaient pas forcément des lieux initiés et fréquentés par des chamans, etc. Ça, c'est non. Voilà. Alors évidemment, on ne peut pas généraliser. Là, je vous parle des cas de ces grottes-là où on a fait ces études. On ne peut pas généraliser sur la totalité des grottes. Alors, est-ce qu'on a d'autres indices des activités des enfants ? Alors, est-ce qu'ils ont participé ? On a vu qu'ils ont fréquenté les grottes profondes. Est-ce qu'ils ont participé à l'art pariétal ? Est-ce qu'on peut savoir ce qu'ils ont fait dans les grottes ? Et puis on verra après d'autres activités artistiques. Alors, il y a un indice, c'est que dans les grottes, on a retrouvé, dans 35 à 40 grottes, on a retrouvé des mains, ce qu'on appelle des mains négatives. C'est-à-dire que ce sont des mains qui ont été faites selon la technique du pochoir, c'est-à-dire que vous plaquez votre main contre la paroi et vous soufflez de la peinture. Du coup, vous dessinez l'empreinte de votre main. Or, on s'est rendu compte qu'il y avait des mains, là aussi, des mains d'adultes, hommes, femmes, et des mains d'adolescents et des mains d'enfants. Plus rares, mais il y a des mains d'enfants aussi. Et également, de bébés. Donc là, il y a une possible main de bébé tenue par un adulte. Alors, je reconnais qu'on ne voit pas bien, hein, mais il faut me faire confiance. Il y a eu une étude très précise qui a été faite. On ne voit pas très bien, mais il s'agirait d'une main de bébé avec la main de l'adulte plaquée sur la main du bébé, donc pour l'appuyer sur la paroi. Alors, autre indice, on a retrouvé dans certaines grottes ornées des tracés digitaux, c'est-à-dire des tracés qui ont été faits avec les doigts. Or, il y a une étude qui a été faite qui a consisté à mesurer la largeur des traits pour savoir s'il s'agissait de doigts d'adultes ou de doigts d'enfants. Or, dans certaines grottes, on a retrouvé des traces d'enfants de 2 à 5 ans. Et même dans la grotte de Rouffignac, en Dordogne, c'est une grotte qui est plus de 100 mammouths, 150 mammouths figurés, on l'appelle la grotte aux 100 mammouths. Eh bien, sur un plafond très élevé, on a retrouvé ce qu'on appelle donc ces tracés digitaux faits par des petits-enfants. Or, ils étaient trop petits pour atteindre la paroi, ce qui veut dire qu'on les a soulevés ou on les a posés sur les épaules d'un adulte pour qu'ils puissent faire ça. Alors, ce n'est pas figuratif, ce sont des traits abstraits, ça ne représente pas quelque chose en particulier, mais c'est quand même assez intéressant de voir que les enfants ont pu participer à la décoration de la grotte. Mais ceci étant, c'est forcément pas eux qui ont fait les admirables figures polychromes que l'on observe à Lascaux ou dans la grotte Chauvet, dont vous avez forcément entendu parler. Bien sûr, là, c'est certainement pas des enfants qui ont fait ça. Alors, il y a une hypothèse d'une chercheuse qui a considéré que ces peintures étaient tellement remarquables du point de vue technique, avec polychromie, avec des effets de perspective, etc., que ces gens qui avaient fait ça, il n'y a pratiquement pas de reprise du trait en plus, ces gens-là savaient très 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 bien peindre et dessiner, et donc forcément, ce n'était pas venu d'un seul coup, ils avaient appris.
on avait dû leur apprendre à dessiner, leur apprendre à peindre, etc. Donc, peut-être qu'ils avaient appris dans l'enfance et que petit à petit, ils s'étaient perfectionnés dans leur art. Et du coup, personne a fait l'hypothèse que peut-être qu'il y a beaucoup de dessins qui ne sont pas terribles dans les grottes. On voit toujours les très belles peintures, mais il y a beaucoup de dessins, des animaux pas très reconnaissables ou un peu mal fichus. Bon. Elle fait l'hypothèse que ce sont peut-être des ébauches ou des dessins qui ont été faits par des enfants. Et elle a étudié, non pas dans les grottes, mais sur des objets portatifs, des objets décorés avec des traits gravés ou peints sur des objets. C'est ce qu'on appelle l'art mobilier, un art portatif. Mobilier, mobile, qu'on peut transporter. Et elle s'est aperçue qu'il y a des degrés de compétences différents, c'est-à-dire qu'elle a étudié très précisément à très très fort grossissement, en microscope électronique à balayage. Elle a étudié la façon dont les traits gravés ont été faits. Donc parfois, on voit que le trait gravé est très sûr, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien son geste, qui maîtrise très bien son outil. Et parfois, c'est quelqu'un qui ne s'est pas bien gravé, il est sorti du trait, il a dérapé, enfin bon, c'est raté, quoi. C'est pas, hein. Et donc, elle a déterminé des degrés de compétences différents dans la gravure, et elle en a tiré l'hypothèse que peut-être qu'il s'agissait d'enfants qui apprenaient l'art de la gravure ou du dessin. Alors, un autre élément troublant, c'est deux sites qui sont en Moravie, donc en Europe centrale. Le site de Dolní Věstonice et le site de Pavlov. Ce sont des sites dans lesquels on a retrouvé des petites statuettes. D'une part, des statuettes animales, et d'autre part, il y a une ou deux statuettes féminines, comme vous pouvez voir à gauche. Et ces statuettes ont été façonnées dans ce qu'on appelle du löss. C'est une sorte de limon très très fin. Ça ressemble à de l'argile, mais c'est encore plus fin que l'argile. Ça se dépose pendant les périodes glaciaires. Et donc, ce limon a été façonné, mélangé avec de l'eau, et ils ont modelé, ces petites statuettes ont été modelées, donc, puis cuites. Et dans un des sites, on a retrouvé une structure qui est peut-être un four. Donc, ces statuettes ont été cuites. Mais le plus remarquable, c'est qu'on a retrouvé dans un des sites 48 petits fragments de löss qui ont été abandonnés sur le sol, des petits morceaux qui ont été cuits, mais peut-être par inadvertance, parce qu'ils étaient à côté du feu, et ils se sont conservés du coup. Et sur ces petits fragments, on a des empreintes digitales. Et d'après la taille des empreintes digitales, il s'agit de mains d'enfants ou d'adolescents. Et de femmes aussi, donc femmes, enfants, adolescents. Ce qui veut dire que les dernières personnes à avoir touché ces statuettes avant leur cuisson, ce sont donc des femmes, des enfants et des adolescents. Donc là, on a pratiquement la preuve que ce ne sont pas des hommes qui ont fabriqué ces statuettes. On ne peut pas être absolument sûr qu'il s'agit d'enfants, mais en tout cas, ils ont participé, c'est sûr. Et encore un autre élément artistique, c'est ce qu'on appelle la parure, les éléments de parure. Donc, on connaît toutes sortes de parures, mais en particulier des perles, qui sont des perles en ivoire, mais ça peut être en os, dans d'autres matériaux, qui étaient très souvent d'ailleurs retrouvés dans les sépultures, que les gens portaient des colliers, des pendentifs. Mais à propos, pour revenir aux enfants, un chercheur américain, Randy White, a étudié 2 ateliers de fabrication de perles qu'il a retrouvés dans des sites en Dordogne, en particulier dans l'abri Blanchard. Vous voyez des photos ici. Donc, il a retrouvé dans ce site des perles à plusieurs degrés de façonnage, plusieurs degrés d'élaboration des perles, comme vous pouvez voir sur la photo en haut à gauche, où on voit un bâtonnet d'ivoire, et puis après, il a été tronçonné, etc. Enfin, je ne vais pas vous expliquer le détail. Et toujours est-il qu'il s'est rendu compte qu'en fait, ces perles sont toutes petites, elles font à peu près 6 mm de diamètre. Donc, avec ses étudiants et ses étudiantes, il a essayé de refaire des perles à l'identique en suivant donc les différentes étapes de façonnage. Et il s'est rendu compte que lui-même, en tant qu'homme adulte, il avait beaucoup de mal à tenir les perles dans sa main, parce qu'elles sont toutes petites. Et donc, il a fait l'hypothèse que c'était les femmes qui fabriquaient les perles. Mais moi, je dis que ça pourrait aussi être les enfants. Pas forcément les femmes, ou alors les femmes, les adolescents et les enfants. Il n'a pas pensé aux enfants, mais ça pourrait tout à fait aussi être des enfants. Puisqu'on a vu qu'ils avaient participé
au modelage de statuettes, ils auraient tout à fait pu participer aussi à la fabrication de perles. Alors, que faisaient encore les enfants? À part ces activités qu'on a un petit peu, que j'ai suggérées, dans les campements, les enfants apprenaient la taille de la pierre. Alors, peut-être pas tous, mais en tout cas, certains d'entre eux apprenaient à tailler la pierre. Alors, vous savez que la pierre, et en particulier le silex, c'est un élément très important dans les sites préhistoriques, parce que ça se conserve bien, contrairement aux matériaux organiques qui disparaissent. Et puis bon, alors on a parfois des outils en ce qu'on appelle en matière dure animale, en os, en bois de cervidé, en bois de renne, en ivoire, mais ça ne se conserve pas toujours. Le silex, par contre, ça se conserve très bien. Et pour obtenir des outils en silex, eh bien, on les obtient à partir de blocs qu'on appelle dans le jargon des préhistoriens des nucléus. Et ces nucléus, on les taille, on en tire des lames, et ces lames, on va après les transformer pour en faire des outils, des grattoirs, des couteaux, etc. Et donc, dans certains sites, on retrouve ce qu'on appelle des amas de débitage, c'est ce que vous pouvez voir sur la photo de gauche, c'est-à-dire des milliers et des milliers de débris de taille. Alors, on a les nucléus de même plan là, en bas de la photo, en bas à droite, et puis des milliers d'éclats de toutes sortes, des éclats de décortiquage, etc., qui ont permis de tirer ces grandes lames de ces blocs. Et vous pouvez voir sur la photo de droite un nucléus exceptionnel dont on a tiré une lame de 63 cm de long. Or, aucun préhistorien actuellement n'est capable de sortir une lame de 63 cm d'un nucléus. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient extrêmement doués, donc on peut considérer quasiment comme des experts. Du coup, il y a eu des études qui ont été faites à partir de ces amas de silex pour reconstituer les nucléus avant qu'on enlève les lames, avant qu'on ne détache les lames. C'est comme un puzzle, mais en 3 dimensions, en fait. Et donc, ce travail a permis de mettre en évidence des degrés de compétences différents, des niveaux de compétences différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens très très doués qui arrivent à tirer des lames très très belles, très longues, très régulières des nucléus. Il y en a qui y arrivent à peu près, qui sont d'un niveau moyen, voire médiocre. Donc ça, les très beaux, c'est à droite, vous avez compris que c'est à droite. Les moyens, c'est compétent, mais sans plus, c'est au milieu. Et puis à gauche, on a des gens qui ne savent pas trop tailler, qui doivent être probablement en début d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils apprennent juste à tailler et ils ne savent pas trop où est-ce qu'il faut taper, comment il faut taper, etc. Alors comment est-ce que ces personnes qui ont travaillé sur ces objets ont procédé ? En fait, il s'agit essentiellement de 2 chercheuses qui ont mis au point une grille d'analyse en étudiant très précisément tous ces nucléus. Elles ont passé des années à remonter ces nucléus et elles se sont rendues compte qu'effectivement, il y a des gens qui maîtrisent parfaitement la technique de A à Z et il y en a d'autres qui ne savent pas très bien. Par exemple, ils font une erreur de taille, puis après ils insistent pour essayer de réparer leur erreur, alors qu'il ferait mieux d'abandonner, que c'est fichu, que voilà. Donc ils ne savent pas bien contrôler ce qui est de l'ordre du possible, là où il faut savoir s'arrêter, etc. On commet des erreurs, est-ce qu'on peut les corriger, est-ce qu'on sait les corriger, est-ce qu'on s'obstine alors que c'est inutile, etc. Et puis, elles se sont rendues compte aussi que parfois, il y a des nucléus qui sont à peine taillés. C'est-à-dire qu'il y a des enfants il y a des gens qui ont tapé dessus n'importe comment, et ils ont sorti des vagues éclats inutilisables, complètement inutilisables. Donc là, elles ont fait l'hypothèse que c'était des enfants qui cherchaient à imiter les adultes, qui ne savaient pas tailler, mais qui voulaient faire comme les grands, en gros. Après, elles ont étudié la répartition au sol, parce que quand on fait une fouille, on note l'emplacement de tous les vestiges que l'on trouve exactement, puis après on étudie leur emplacement les uns par rapport aux autres. Donc elles se sont rendues compte que les experts, les gens très compétents qui savaient très bien tailler, ils étaient généralement au centre de la tente, à côté du feu. Les gens moyennement compétents en cours d'apprentissage, ils étaient souvent dans les zones périphériques, et les enfants également. Et il y a 2 autres femmes qui ont fait une étude
J'ai oublié de dire que c'était dans 2 sites de la région parisienne, mais vous avez vu les noms s'afficher, hein, Étiole et Pincevent. Et dans le site de Pincevent, il y a 2 autres chercheuses qui ont tenté d'aller un peu plus loin. Donc, elles ont mis en évidence à l'extérieur des tentes une aire de travail des peaux. Alors, les peaux, évidemment, les peaux ne se conservent pas, bien entendu, mais par contre, elles ont retrouvé des outils qui servent à travailler les peaux comme des grattoirs, qui servent à gratter les peaux, et puis des lissoirs, des polissoirs, également des aiguilles, etc. Et elles en ont déduit, alors là, c'est un présupposé, en fait, parce qu'on ne sait pas, elles en ont déduit que c'était une zone d'activité féminine. Et puis, elles ont également repéré qu'à côté, il y a ces fameux nucléus sur lesquels on a tapé n'importe comment. Donc, elles en ont déduit que les femmes avaient leurs enfants à côté d'elles et qu'elles surveillaient leurs enfants pendant qu'elles travaillaient les peaux. Donc, c'est assez étonnant parce que c'est quand même des chercheuses et elles ont finalement une vision très traditionnelle de l'interprétation, parce qu'en réalité, les silex, on peut tout à fait déterminer comment ils ont été fabriqués, comment les outils ont été fabriqués, mais on ne sait pas qui les a faits, parce qu'ils n'ont pas de sexe. On ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme. Donc là, il y a une sorte de présupposé, et d'ailleurs, elles ont fait l'hypothèse que les experts, c'était les hommes, et que les gens de compétences moyennes, c'était les apprentis ou les femmes. Ce qui est assez curieux. Après tout, pourquoi imaginer d'office que les femmes savaient moins bien tailler que les hommes? C'est une sorte de préjugé. Mais bon, là, je sors de mon sujet. Mais toujours est-il que les enfants, eux, apprenaient. Et le fait qu'il y ait des degrés de compétences différents, et on sait que c'est très long, parce que même aujourd'hui, les préhistoriens qui taillent la pierre aujourd'hui, ils mettent des années, en fait. Ils mettent des années à maîtriser bien la technique et à savoir bien tailler. Il y en a qui n'y arrivent jamais très bien, d'ailleurs, il y a des gens qui restent de compétences moyennes. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont appris pendant des années à tailler la pierre. Alors après, il y a d'autres activités, mais malheureusement, elles laissent très peu de traces archéologiques. Donc, je vais passer assez rapidement. Les activités qu'on attribue généralement aux enfants, c'est la cueillette, le ramassage du bois, et ce qu'on appelle la chasse passive, c'est-à-dire des pièges pour piéger des petits animaux, genre les lapins, les pièges, les animaux à fourrure, et des collets aussi que l'on va relever après. Donc là, ça reste très spéculatif, parce qu'on se base sur des observations qui ont été faites chez des sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, mais est-ce qu'on peut affirmer que c'est exactement comme ça que ça se passait à l'époque? On n'en sait rien, en fait. Ensuite, concernant la collecte, dont je vous ai juste mis une illustration pour vous montrer qu'on peut retrouver des vestiges végétaux. On retrouve d'abord des pollens. Les pollens se conservent très bien. Évidemment, ce n'est pas visible à l'œil nu. On fait des prélèvements de sédiments, on les met sous des lamelles, sous le microscope. On peut déterminer donc les végétaux qui ont été utilisés, ramassés, rapportés dans le campement. On a ce qu'on appelle aussi des macro-restes, c'est ce que vous voyez sur la photo à droite, comme des morceaux de noyaux, des morceaux de graines, etc. Et puis à gauche, là, c'est tout à fait exceptionnel, c'est un œuf d'oiseau écrasé, mais c'est quand même très très rare de retrouver ça. Alors, ceci dit, on ne sait pas qui a pratiqué la cueillette et la collecte, donc là, je vais passer, parce que je ne peux pas vous raconter ce que je ne sais pas, en fait. Alors, par contre, on sait que partout dans le monde, les enfants s'amusent. On a du mal, c'est très difficile d'imaginer une société où les enfants ne joueraient pas. Pourquoi? Parce que le jeu fait partie de la formation aussi. Donc les jeux et les jouets jouent un rôle très important dans le développement de l'enfant, ça on le sait depuis toujours, et dans le développement cognitif et culturel aussi de l'enfant. Et il apprend d'ailleurs, enfant, son rôle, le rôle qu'il jouera dans l'âge adulte. Ça a d'autres vertus, comme par exemple, ça permet de réduire l'agressivité, de renforcer les liens sociaux. Bref, on sait que le jeu est très important. Donc, on peut supposer que les enfants jouaient, mais est-ce qu'on a des témoignages de ces jeux des enfants?
Alors, revenons un instant dans les grottes. Alors, plusieurs indices suggèrent que les enfants ne faisaient pas que passer dans les grottes, mais aussi qu'ils pouvaient s'y amuser. Alors, je rappelle les tracés digitaux. J'ai fait une allusion tout à l'heure, donc des traces de doigts sur les parois. Donc, peut-être se sont-ils amusés aussi à tracer des traits comme ça. Mais surtout, il y a d'autres indices. Par exemple, il y a des grottes où on a repéré que les enfants ont stationné longtemps au même endroit. Et il y a aussi, donc, dans des endroits souvent bas de plafond, comme s'ils jouaient à cache-cache en quelque sorte, comme si c'était caché, ou comme s'ils guettaient quelque chose. Donc ils étaient immobiles, ils sont restés longtemps, accroupis par exemple sous un plafond bas, et ils sont restés comme ça, comme une sorte de point d'observation. Et puis, dans ces endroits-là, le damage du sol est très important. Comme s'ils avaient piétiné, ils étaient restés très longtemps à cet endroit-là. On a retrouvé aussi des boulettes d'argile qui ont été projetées contre les parois. Alors, comme s'ils avaient joué, un peu comme nos enfants qui jouent avec des boules de neige, bon, ben, là, ce sont des boules d'argile. Comme si c'était amusé à se lancer des boules d'argile, et puis il y en a qui se sont retrouvés sur la paroi. Et il y a même une grotte, j'ai une autre photo après. Donc dans cette grotte-là, la grotte de Fontanet, on s'est aperçu qu'il y a dans une partie profonde de la grotte, qui a été fréquentée par 13 personnes, et avec des personnes de 3 ans jusqu'à 60 ans, tous les âges. Mais c'est dans cette grotte-là, justement, que l'on a retrouvé des traces de stationnement dans certains endroits d'enfants, avec les boulettes d'argile. Et puis, dans une autre grotte en Italie, on a retrouvé également des boulettes d'argile sur les parois, et parfois, ils ont lancé des boulettes, elles ont coulé, enfin, elles ont glissé, tac, et on les retrouve au pied de la paroi, on a des petits amas comme ça. Donc, l'hypothèse qu'il s'agit d'espace de jeu n'est pas tout à fait impossible. C'est-à-dire qu'on imagine les gens venir en groupe, pendant que les adultes s'adonnent à des activités comme par exemple décorer les parois, les enfants sont dans une autre salle, dans un autre espace où ils s'amusent en attendant. C'est pas impossible. Ensuite, alors d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'on repère. Il y a eu plusieurs exemples de grottes comme ça où on a repéré des boulettes d'argile et des empreintes d'enfants. C'est souvent associé. Alors, autre chose, plusieurs auteurs ont essayé de recenser les jouets et les jeux qui sont utilisés dans les diverses sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et ils se sont aperçus que, bien sûr, il y a des jeux. Alors, là, je parle de ce qu'on sait grâce à l'ethnographie, donc ce n'est pas de la préhistoire. Donc, on sait qu'il y a un certain nombre de jeux collectifs avec des règles formelles, mais ça ne laisse pas de traces archéologiques. On sait qu'il y a aussi des danses, il y a aussi des chants. Tout ça ne se conserve pas. Donc, on ne peut pas retrouver trace de ça. Par contre, dans de très nombreuses sociétés, y compris dans la nôtre, les enfants ont très souvent des objets miniatures, les mêmes objets que les adultes, mais en miniature. Et très souvent, ce sont des objets qui préparent leur vie d'adulte. C'est-à-dire que dans beaucoup de sociétés, par exemple chez les aborigènes australiens, les petits garçons, ils ont des arcs et des flèches, et les petites filles, elles ont des poupées ou bien des petits paniers, parce qu'elles feront de la collecte, puis elles s'occuperont des enfants. Chez nous, il n'y a encore pas si longtemps, les jouets étaient très genrés. Alors ça commence à changer maintenant, parce que beaucoup de gens qui se révoltent un peu contre ça, mais il n'y a encore pas si longtemps, c'était très genré, les poupées pour les filles, les voitures pour les garçons, enfin bon. Et toujours est-il que donc, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est encore, dans les 100 dernières années, celles qui existent encore aujourd'hui, et puis avec les données historiques qu'on a sur les populations récentes, c'est quelque chose de très très important, cette préparation finalement au rôle d'adulte que joueront les enfants. Alors, je vous ai mis un exemple toujours ethnographique avec les lampes inuites, qui sont de très grandes lampes qui peuvent atteindre 1 mètre de long, qui servent à chauffer, qui servent bien sûr à fournir l'éclairage, qui servent aussi à sécher les vêtements qui pendent au-dessus du feu, qui sont un peu l'équivalent fonctionnel des feux qu'il y avait au Paléolithique au centre de la tente. Et donc, chez les Inuits, les lampes
appartiennent à la femme, chaque femme a sa lampe, et elles sont généralement enterrées d'ailleurs avec leur lampe quand elles meurent. Et on a retrouvé des lampes miniatures, de toutes petites lampes. Là, vous pouvez voir au milieu de la grande, il y en a une toute petite, qui est une lampe jouet pour une petite fille. Alors, est-ce que, au Paléolithique, est-ce qu'on a des exemples d'objets miniatures? La question se pose. Alors, la réponse, malheureusement, on en a très peu. On en a très très peu. Là, vous voyez un exemple d'un bâton percé. Alors, ce sont des bâtons en bois de cervidé, en bois de renne, percés, dont on ignore à quoi ils servaient. En fait, il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été avancées, mais on ne sait pas très bien à quoi ça servait. Et on en a retrouvé un, tout petit, miniature, que vous voyez sur la photo à gauche. On a retrouvé aussi, dans certains sites, des très petites pointes de saguet. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment de jouets ou pas? Et là, c'est très très difficile de trancher, on ne peut pas l'affirmer. C'est possible. Mais pourquoi est-ce qu'on en a si peu? Donc, l'hypothèse qu'on peut suggérer, c'est qu'en fait, ces jouets existaient, mais ils étaient dans des matières périssables. Ils avaient des objets en bois qui ne se sont pas conservés. Il y a beaucoup de sociétés aussi où les enfants ont des jouets qu'ils fabriquent avec des matériaux qu'ils trouvent autour d'eux, des galets, des bouts de bois, voilà, ils font avec ce qu'ils ont autour d'eux. Ils ne sont pas forcément des jouets très élaborés, et donc ça ne se conserve pas, ça ne laisse aucune trace. Alors il y a aussi la question des statuettes. Donc il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui où les enfants fabriquent des petits modèles, des petites statuettes, et ils reconstituent le monde des adultes. Par exemple, donc là c'est un exemple qui n'est pas pris chez Chasseurs-Cueilleurs, c'est un exemple donc, chez une société de pastorale, une société de pasteurs donc, qui élèvent des animaux. Et les garçons façonnent des animaux, des zébus en l'occurrence, là, et puis ils fabriquent en miniature des petits troupeaux. Et ils apprennent à s'occuper de leurs petits troupeaux. Donc ça veut dire que les statuettes que l'on retrouve dans les sites archéologiques, on ne peut pas trop savoir s'il s'agit de jouets ou s'il s'agit d'objets qui avaient une autre signification, comme par exemple une signification votive. Donc je vous montre un exemple archéologique ici, avec des figurines, alors qui ne sont pas paléolithiques, c'est un tout petit peu plus récent. Donc ça a été trouvé au Proche-Orient. Et certaines figurines sont des animaux. Donc, est-ce qu'il s'agit de petits animaux que les enfants utilisaient pour jouer, pour simuler les troupeaux? Ou bien, au contraire, est-ce qu'il s'agit d'objets votifs? Et la question se pose vraiment parce qu'il y a certains de ces objets qu'on a retrouvés dans des tombes. Et du coup, on se dit, dans des tombes, ou dans des sanctuaires, donc on se dit, ça a une signification particulière. Mais ceci étant, il y a des sociétés où la frontière entre les deux n'est pas si nette. On peut avoir un objet à caractère rituel qui va se retrouver dans les mains d'un enfant, ou au contraire, un jouet qui ensuite va être déposé dans une tombe après avoir servi de jouet. Et d'ailleurs, on a retrouvé, alors je vais y venir après, mais pour le Paléolithique, on a retrouvé un cas où on a un enfant avec une statuette. Alors, du coup, pour le Paléolithique, qu'en est-il? Alors, on a très très peu de statuettes qui pourraient faire penser à des poupées, des statuettes humaines. Hein. D'abord, les statuettes humaines que l'on a, je pense que vous en avez tous entendu parler des fameuses Vénus, hein, les Vénus théatopiges, là, ça ne paraît pas être des jouets. Mais par contre, dans un même site, le site de Brassampouy, qui est dans les Landes, en France, on a retrouvé 3 statuettes en ivoire, 2 qui ressemblent, qu'on a appelées des poupées d'ailleurs, la fillette et l'ébauche de poupée, parce que ça ressemble à des toutes petites statuettes humaines. Et puis l'objet de droite, avec une photo malheureusement pas très bonne, c'est un morceau de bois, d'os, dans lequel il y avait un autre petit morceau d'os dont la forme évoque une silhouette humaine. Et du coup, on a appelé ça le découvreur a appelé ça le berceau. Il a fait la supposition que c'était une poupée dans son berceau. Sous toute réserve, hein, franchement, donc vous voyez que les exemples sont extrêmement rares. Et puis, même s'il s'agit de jouets, c'est difficile de le prouver, en fait. Et on a un autre exemple étonnant,
C'est une statuette en ivoire dont on a 3 morceaux. Et il semble qu'il s'agisse d'une sorte de marionnette. Une statuette en 3. On a la tête, un bout du torse et un bras. Et il semble qu'elle ait été articulée. Donc, vous voyez à droite, sur le dessin de droite, on a fait des reconstitutions possibles de cette marionnette qui faisait une vingtaine de centimètres lorsqu'elle était entière. Mais le problème, c'est qu'on l'a retrouvée dans une tombe d'adulte, d'un homme adulte. Si on l'avait retrouvée dans une tombe d'enfant, on se dirait, bon, bah, très bien, c'est un possible jouet. Mais dans une tombe d'adulte, c'est plus embêtant. Voilà, c'était peut-être un marionnettiste, on ne sait pas. Et puis, on a aussi des statuettes animales qui ont été extrêmement manipulées, c'est-à-dire qu'il y a un poli d'usure sur la surface très très intense qui fait qu'elles ont été énormément manipulées. Donc, là aussi, on peut se demander si ce n'était pas des jouets. Et certaines d'entre elles sont perforées, donc ont pu être portées en sautoir, en pendeloque. Alors, dans un cas, on a retrouvé une de ces statuettes dans la sépulture d'un enfant. Donc là, c'est une sépulture assez exceptionnelle. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir sur la photo. On a 2 enfants qui sont enterrés dans une très longue fosse qui fait à peu près 3 mètres de long. Et les 2 enfants sont tête contre tête. Donc ils ont à peu près une douzaine d'années pour l'un et 10 ans pour l'autre. Alors on ne connaît pas leur sexe parce que c'est très difficile de déterminer le sexe des enfants. En fait, la seule différence qui existe au niveau du squelette pour l'homme et la femme, c'est la largeur du bassin, qui est plus large pour la femme pour pouvoir accoucher. Mais ça n'apparaît qu'à la puberté. Donc chez les enfants, la largeur du bassin est la même, qu'il soit garçon ou fille. Donc si on ne peut pas faire d'analyse ADN, d'analyse paléogénétique, on ne peut pas savoir s'il s'agit de garçon ou de fille. Donc dans ce cas précis, on n'a pas pu faire d'analyse. L'ADN n'était pas conservé. Donc on a 2 enfants enterrés dans cette longue fosse avec des lances de part et d'autre, des lances en ivoire de mammouth. Vous imaginez des défenses de mammouth, vous avez tous vu des dessins de mammouth avec les grandes défenses spiralées. Eh bien là, les lances sont droites, ce qui veut dire qu'on ne sait pas comment ils ont fait, mais ils ont redressé les défenses et elles sont parfaitement droites. Et puis, chacun des enfants est couvert de milliers de perles en ivoire. 5400 pour l'un, 5000 pour l'autre. Ce sont des perles qui étaient cousues sur leurs vêtements, probablement cousues, comme une sorte de plastron. Ils étaient également accompagnés de canines, de renards perforés qui étaient cousus également sur les vêtements. Donc, ce sont des enfants qui ont eu un traitement dans la mort absolument exceptionnel. Et l'un d'entre eux avait cette petite statuette que vous voyez en haut de 4 cm qui était posée, j'ai mis un cercle rouge là, je ne sais pas si vous le voyez, pour indiquer l'emplacement, là, ici, de cette petite statuette. Donc, soit c'était une pendeloque, un bijou, soit c'était un jouet, c'était son jouet et on l'a enterré avec son jouet. Alors, vous pouvez voir sur le dessin du bas qu'il y a une reconstitution artistique de la tombe. Vous pouvez voir des poupées. Donc ça, il ne faut pas en tenir compte. C'est l'artiste qui les a rajoutées. On n'a absolument pas trouvé d'autres représentations, ni animales ni humaines, à part celle-ci dont je vous parle. Alors, autre chose d'étonnant qu'on a retrouvé, ce sont des rondelles en os qui ont été découpées dans des omoplates de rennes en général, ou de grand animal, ça peut être du cheval aussi. Et elles sont parfaitement circulaires et gravées sur les 2 côtés. Alors, il y en a qui sont gravées avec de simples motifs géométriques, et puis il y en a d'autres qui ont des gravures figuratives. Donc là, vous voyez sur un côté une biche, et sur l'autre côté de la même rondelle, une biche, mais avec les pattes repliées. Donc, si vous passez une ficelle au milieu et que vous faites tourner à toute vitesse, vous avez l'impression, en fait, que la biche, elle se lève, elle se couche, elle se lève, elle se couche. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est le principe de la persistance rétinienne. L'image reste sur la rétine pendant quelques secondes.
Et ce principe, en fait, a été repris en 1825 avec l'invention du thaumatrope, donc qui est un jouet optique. Alors, est-ce que c'était effectivement des jouets optiques ou pas? La question se pose. Mais on a plusieurs cas comme ça. On a un cas où on a une vache d'un côté, le veau de l'autre. Donc c'est assez étonnant. Et sinon, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était des pendelocks? Je ne sais pas. On a retrouvé aussi des rondelles en ivoire, ou parfois des petites billes aussi. Mais là aussi, est-ce que ce sont des jetons? Est-ce que ce sont des jouets? On ne sait pas. Et puis, autre chose d'intéressant, ce sont des objets naturels mais de forme bizarre que l'on retrouve parfois dans les sites archéologiques, dans les couches archéologiques, y compris chez les Néandertaliens, donc des populations qui ont vécu qui ont vécu en Europe avant l'arrivée des hommes modernes, qui sont arrivés d'Afrique. Alors, on a appelé ces objets des curiosa. Donc, ça peut être des dents de requins fossiles, ça peut être des coquillages fossiles, donc ça peut être des morceaux de pyrite de fer. Ce sont des objets naturels de forme bizarre, mais qui n'ont pas été utilisés du tout. Il n'y a pas de traces d'utilisation ni de façonnage. Par contre, ils ont bien été ramassés, rapportés dans l'habitat. Alors, on ne sait pas à quoi ça sert. Et donc, quand les préhistoriens ne savent pas à quoi ça sert, ils ont tendance à dire « Oh, ça doit être rituel ». Donc, il y en a qui ont dit que c'était rituel. D'autres ont dit « Ah, ça prouve le début d'une préoccupation esthétiques, etc. » Et puis, il y a une chercheuse qui s'appelle Michèle Langlais, qui a beaucoup travaillé sur les enfants avant moi, bien sûr. Et elle a suggéré que c'était des objets ramassés par les enfants. Parce que vous avez tous fait, étant enfant, ou même les enfants qui sont dans la salle, vous avez tous ramassé sur la plage des jolis coquillages, ou un beau galet qui a des belles couleurs. On a tous fait ça, et donc il se peut que ce soit quelque chose comme ça. En tout cas, ce n'est pas farfelu que d'imaginer ça. Ce n'est pas impossible. Alors, dernier volet, je vais vous parler des enfants et de la mort. Est-ce qu'on peut savoir quelque chose des liens affectifs qui existaient entre la mère et l'enfant? Alors, on change complètement de registre. Alors, bien entendu, on sait que les émotions sont construites historiquement, socialement, et l'expression des émotions est très sociale. Mais on peut quand même faire des suppositions. On a le droit de faire quand même des suppositions, d'autant plus qu'on sait que il y a des liens très forts d'affection chez les animaux aussi, hein, entre les mammifères, les mères chattes avec leurs chatons ou d'autres espèces. Donc imaginez qu'il y avait un lien fort, un lien affectif fort des mères vis-à-vis de leurs enfants, c'est absolument pas invraisemblable. Alors comment est-ce qu'on pourrait essayer de le mettre en évidence? Eh bien grâce aux sépultures d'enfants. Et là, c'est assez étonnant parce qu'on connaît assez peu de sépultures. Hein. Les sépultures, pour le Paléolithique supérieur, cette période de 40 000 à moins 10 000, on en connaît une centaine seulement pour toute l'Europe et l'Asie, toute l'Eurasie. Donc c'est très peu pour cette période si longue. Et donc, on peut supposer que l'inhumation était une pratique particulière dont ne bénéficiaient que certaines personnes. Mais il y avait peut-être d'autres pratiques funéraires qui ne se sont pas conservées, comme la crémation ou l'abandon dans la nature, on ne sait pas, ou l'immersion dans les cours d'eau, enfin bon. Mais ce qui est étonnant, c'est que les gens qui ont été inhumés, donc c'est cette centaine d'inhumations des Homo sapiens de l'époque, et puis pour les Néandertaliens, on en a une quarantaine à peu près, eh bien, il n'y avait pas de sélection ni par le sexe ni par l'âge, c'est-à-dire qu'on a aussi bien des hommes que des femmes, que des vieillards et des bébés. On a tous les âges représentés et même les enfants sont numériquement plus importants que les adultes. Alors là, je vous mets un exemple de bébé néandertalien, pas Homo sapiens. Mais c'est pour vous montrer que cette pratique de l'inhumation des enfants est vraiment ancienne, puisque là, on est il y a à peu près 40 000 ans, donc, avec des Néandertaliens qui ont occupé l'Europe, donc, comme je disais à l'instant. On a retrouvé dans ce site 2 bébés, dont un qui avait à peu près 1 an et demi et l'autre 2 ans, qui ont été inhumés.
Et on est sûr qu'ils ont été inhumés, que ce n'est pas par hasard qu'ils sont là, parce que c'est une grotte, un grand porche qui a été occupé par les hommes et les femmes qui ont vécu là, c'était leur habitat, et les enfants ont été enterrés sous le sol de l'habitat. S'ils avaient été juste déposés sur le sol et que les gens aient continué à vivre autour, les ossements auraient été complètement dispersés. Or là, ils sont en connexion anatomique, c'est-à-dire qu'on a retrouvé les os attachés dans leur position naturelle normale. Donc, cela suppose que les enfants ont bien été enterrés sous l'habitat et que les gens ont continué à vivre avec leurs enfants enterrés. Et puis, un autre exemple, cette fois-ci, c'est chez les Homo sapiens, et c'est une tombe double de 2 bébés, dont l'un est mort à la naissance, probablement peut-être mort-né ou peut-être mort au moment de l'accouchement. Et il a été enterré en premier au centre de la fosse. C'est celui que vous voyez sur la droite, c'est la photo de gauche, mais c'est le bébé de droite. Et le deuxième est mort 3-4 mois après. Or, on a fait des analyses ADN de ces 2 bébés et on s'est rendu compte qu'ils étaient jumeaux, c'était des jumeaux homozygotes, donc qui sont morts à quelques semaines d'intervalle. Donc le premier a été enterré dans cette fosse couverte d'ocre. Il a été enduit d'ocre rouge. Alors c'est une pratique très, très, très courante à cette époque-là. On a énormément d'ocre dans les sépultures. Alors on ne sait pas exactement ce que ça symbolisait pour eux, mais on enduisait les corps d'ocre rouge. Donc le bébé a été inhumé. La fosse a été refermée avec une omoplate de mammouth dessus, une grande omoplate, ce qui a permis qu'il se conserve bien. Et puis ensuite, on a rouvert pour enterrer son frère. Alors, on n'a pas déplacé le corps du premier bébé qui était au centre et on a glissé le deuxième entre le bord de la fosse et son frère. Et puis dans le même site, à peu près à 1 mètre des jumeaux, on a une autre fosse avec cette fois-ci un enfant qui est un tout petit peu plus grand. Je crois qu'il a 3-4 mois, quelque chose comme ça. Et lui aussi a été enterré un peu moins soigneusement. Il n'y a pas d'omoplate qui ferme la tombe, mais malgré tout, il est bien conservé. Et il est apparenté. Des analyses ADN ont été faites. Il n'est pas frère, mais peut-être cousin. En tout cas, il est apparenté aux 2 autres. Et l'un des enfants avait des jumeaux. L'un des jumeaux était accompagné d'une 30aine de perles aussi, donc de la parure. Ce qui veut dire qu'on s'est soucié de ces enfants. On ne les a pas abandonnés comme ça dans la nature. Et cet intérêt, donc cette affection pour les enfants, alors, affection au sens large, c'est-à-dire les gens qui se sont occupés de ces enfants ont été affectés par leur mort. C'est ça que je veux dire. Ils ont été touchés, affectés par leur mort. Ce n'est pas l'affection au sens qu'on lui donne aujourd'hui. Mais ce n'est pas que des bébés. On a aussi des enfants un peu plus grands. Ici, on a une tombe, là encore, une sépulture double avec 2 enfants, de 2 à 3 ans pour l'un et 1 à 2 ans pour l'autre, qui gisaient donc côte à côte, allongés sur le dos. Et il y avait plus d'1 millier de coquillages perforés qui étaient disposés au niveau de leur bassin. Donc on suppose que ces coquillages perforés étaient cousus sur une ceinture ou sur une sorte de pagne. Donc ils étaient vêtus. Vous voyez à droite une reconstitution imaginaire qui n'est pas très exacte d'ailleurs, parce qu'on voit une petite ceinture très fine, alors qu'en fait on voit bien sur la photo de gauche qu'il y a une répartition beaucoup plus large des coquillages. Et l'un des 2 serait mort d'une blessure causée par une pointe en silex qui a été retrouvée fichée dans une de ses vertèbres. Ce qui est assez rare. Les traces de violence au Paléolithique sont excessivement rares. On n'a pas de traces de conflit ni rien, donc c'est peut-être un accident. En tout cas, c'est très très rare, ce type de vestiges. Et puis je reviens un instant à la tombe de tout à l'heure que je vous avais déjà montrée, pour se poser la question de ces enfants qui ont été enterrés dans cette tombe absolument extraordinaire, avec un luxe incroyable. Est-ce qu'il s'agit d'un témoignage d'affection, ou bien est-ce que ces enfants avaient une position sociale particulière? Donc la question peut se poser. Bien sûr, ils étaient trop jeunes pour être de valeureux guerriers ou de grands chamans, ou ce que vous voulez. Ils n'avaient pas encore vécu leur vie d'adulte.
Mais l'hypothèse a été avancée que peut-être qu'il y avait certaines familles, certains lignages qui avaient plus de pouvoir que d'autres. Pas forcément un pouvoir économique, parce que la plupart des sociétés de chasseurs-cueilleurs n'ont pas de richesse, il n'y a pas d'accumulation, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de surplus. Mais il peut y avoir certaines personnes qui ont un statut particulier. Peut-être en raison parce que ce sont des guérisseurs, ou parce que ci, parce que ça, ou parce qu'ils contrôlent les zones, certains territoires de chasse. Bon. Alors, il y a un chercheur d'ailleurs canadien qui s'appelle Brian Hayden, qui a fait l'hypothèse qu'on pouvait comparer l'organisation sociale de certaines de ces sociétés du Paléolithique aux Indiens de la côte nord-ouest, où il y a des familles qui contrôlent les points d'eau, où il y a les saumons. Donc, il a fait tout un parallèle en essayant de montrer qu'il y a certaines périodes au Paléolithique supérieur et certaines zones où il y avait effectivement des régions très privilégiées du point de vue des ressources, soit halieutiques, soit des ressources synégétiques, donc chasse ou pêche. Donc c'est une hypothèse qu'il a avancée, et ça pourrait expliquer qu'il y a des tombes beaucoup plus riches que d'autres. Et donc des tombes d'enfants, donc ce seraient des familles qui avaient un certain pouvoir. Alors concernant le lien fort entre les mères et l'enfant, on a quelques cas assez rares, mais on a quelques cas de tombes avec des femmes enterrées avec leur enfant. Donc par exemple ce cas-là, qui est assez troublant, c'est la première, la plus ancienne, une des plus anciennes sépultures connues, elle a 92 000 ans. Elle a été retrouvée en Israël. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est aussi la première tombe double que l'on connaisse, la plus ancienne que l'on connaisse. Et c'est une jeune femme de 20-21 ans, enterrée avec un enfant de 6 ans, qui a été tassé à ses pieds dans la fosse, comme vous voyez sur la photo. Et donc, on ne sait pas s'il s'agit de la mère et de l'enfant, on n'a pas pu faire d'analyse ADN. On ne sait pas quel est le lien entre la femme et l'enfant. Est-ce qu'ils sont morts simultanément? Est-ce qu'il est mort après, qu'on a rouvert la fosse? Ça, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il est possible que ce soit une jeune mère avec son enfant, bien qu'elle soit assez jeune, mais elle a pu avoir son enfant à l'âge de 15 ans. Bon. Alors, on connaît d'autres cas, mais malheureusement, je n'ai pas d'illustration. Donc, on connaît d'autres cas. Je vous commande ce cas-là qui est assez exceptionnel, parce que c'est un... J'ai pas regardé l'heure. Ça va? J'ai presque fini. C'est le cas d'une tombe d'une jeune femme d'une 20aine d'années, enterrée avec son bébé que vous voyez sur la gauche, à côté d'elle. Donc elle a beaucoup de parures qui l'accompagnent. Et surtout, ce qui est assez étrange, c'est que cet enfant a été déposé sur une aile de cygne, dont on a retrouvé les os sous son corps. Et cet enfant est mort à la naissance, ou peut-être mort-né ou mort au moment de la naissance. Mais ce que vous voyez en blanc sur son corps, c'est une grande lame de silex qui a été déposée et fixée à sa ceinture. Or, on est à une période plus récente. Vous voyez, on est à 7000, à peu près 7000 ans, dans un site qui est daté de ce qu'on appelle le Mésolithique, c'est-à-dire que c'est encore des chasseurs-cueilleurs, mais c'est une période un peu plus récente que le Paléolithique. Donc, il y a un système social un petit peu différent. Les conditions environnementales ont changé. Bon, le climat s'est réchauffé, donc les stratégies de chasse ont changé, etc. Les gens ont commencé à se sédentariser ici et là, et on commence à cette époque-là à retrouver ce qu'on appelle des nécropoles, c'est-à-dire des cimetières en fait. Et là, on a une nécropole avec 22 individus. Or, ce qui est étonnant, c'est que tous les hommes adultes de cette nécropole portent une grande lame de silex à la ceinture. Et du coup, le fait que ce bébé ait une lame de silex à la ceinture indique probablement qu'il s'agissait d'un garçon. Évidemment, il était trop jeune pour avoir vécu, il n'a pas vécu du tout, mais on a quand même voulu lui déposer sur son corps un attribut qui était probablement un attribut masculin. Alors, dernier détail concernant les tombes, on s'est aperçu qu'un certain nombre d'enfants, mais aussi des adultes enterrés, étaient très souvent des gens qui présentaient diverses pathologies. Donc, soit ils avaient eu des accidents pendant leur vie, des fractures ou divers accidents de la vie,
soit ils avaient eu des problèmes de retard de croissance, soit ils étaient nés avec un problème, avec un handicap ou autre. Mais ces gens-là ont été enterrés souvent avec un certain faste, donc ils ont été très bien traités. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'une part que ces gens-là ont survécu, même quand ils étaient dépendants, et donc d'autres gens les ont aidés à vivre et les ont en quelque sorte appuyés, soulagés, aidés, nourris même, etc. Et donc là, je vous ai mis juste un exemple. Il s'agit d'une tombe, là aussi très ancienne, 92 000 ans, avec un enfant, c'est le plus ancien cas connu, c'est un adolescent de 12-13 ans qui souffrait d'un handicap neurocognitif sévère d'après la restitution qu'on en a pu faire de son crâne et de son cerveau, grâce à la reconstitution en 3D de l'encéphale. On a pu se rendre compte qu'il avait un problème de développement cérébral. Il a probablement eu un accident dans son enfance qui fait que son cerveau n'a pas continué à se développer, en fait. Donc il avait un crâne et un cerveau trop petits par rapport à l'âge de son corps, de son squelette. Et donc il a eu un grave traumatisme, probablement crânio-cérébral, vers 6 ans. Et pourtant, il a continué à vivre jusqu'à 12-13 ans. Donc ça veut dire que cet enfant a été encadré pendant sa vie, il a été soutenu, il a été encadré. Et même, il a été encadré pour ses funérailles, puisqu'il a été enterré d'une manière particulière. Et on a déposé sur son corps, sur le haut de son corps, on a déposé un bois de daim. Or, c'est le plus ancien témoignage d'une offrande funéraire dans une sépulture, donc pour cet enfant. Alors, on s'est rendu compte que le pourcentage de gens enterrés qui avaient donc des problèmes physiques est assez élevé. Donc, est-ce que c'est un hasard ou pas? Alors, vous me direz, une centaine de sépultures sur tout un continent et 30 000 ans, c'est pas beaucoup, mais statistiquement, on se rend compte que quand même, il y a beaucoup de cas où ce sont des gens qui avaient des problèmes physiques. Alors, il y a une hypothèse intéressante qui a été avancée, c'est que les gens étaient enterrés à l'endroit où ils mouraient. Or, les gens qui ont des problèmes physiques ou les bébés ou les enfants en bas âge, ils ne bougent pas beaucoup. Donc on les enterre sur le lieu de l'habitat. Par contre, quelqu'un qui va mourir loin de chez lui, on va l'enterrer à l'endroit où il est mort et on a très peu de chances, un préhistorien, un archéologue a très peu de chances de retrouver son corps parce qu'en fait on fouille les habitats, on fouille les campements où les gens ont vécu et c'est là qu'on retrouve les sépultures. Si quelqu'un est enterré en pleine nature, il n'y a aucun vestige archéologique en surface, on n'a pratiquement aucune chance de le découvrir. Donc si ça se trouve, les autres gens ont été enterrés ailleurs et on n'a jamais retrouvé leur sépulture, puis petit à petit elle s'est dégradée. Et voilà. Donc c'est une hypothèse qui a été avancée. Alors je termine pour les enfants en me demandant, est-ce qu'on a des représentations d'enfants dans l'art préhistorique? Alors on sait qu'il y a très peu de représentations humaines, de toute façon, dans l'art préhistorique, ou alors ils sont très schématisés, ils ne sont pas très bien représentés. Il faut faire quand même mettre de côté l'exception des statuettes féminines. Mais si on met de côté les statuettes féminines, dans l'art pariétal, dans l'art des grottes, il y a très très peu de représentations humaines. Et même dans l'art mobilier, c'est-à-dire les gravures qui sont faites sur des os, sur des pierres, il y en a très peu. Alors il y a un site exceptionnel, c'est le site de la grotte de la Marche, qui est dans la Vienne, toujours en France, où on a retrouvé un très grand nombre de visages d'adultes qui sont gravés, mais dans un enchevêtrement très compliqué de traits. Et il y en a qu'on arrive à reconnaître des physionomies, avec des barbes, avec des coiffures, etc. Et on a quelques très très rares cas d'enfants, peut-être, disons de silhouettes de visage avec des joues rebondies, qui pourraient être des petits-enfants. Mais c'est très rare, il y en a vraiment, on les compte sur les doigts d'une main, il y en a très très peu. Donc ça veut dire que ce n'était pas un sujet, tout simplement. Mais bon, les humains adultes n'étaient pas non plus beaucoup des sujets artistiques. Et on a un cas assez controversé
d'une plaquette sur laquelle on a un grand enchevêtrement de traits. On distingue la silhouette d'une femme, vous pouvez la voir sur la partie droite de la diapositive, on a décomposé l'image, donc vous pouvez voir la silhouette de la femme, et il y a une silhouette d'un possible enfant, un possible bébé qui a été représenté par-dessus. Et donc le chercheur qui a étudié cette plaquette a fait l'hypothèse qu'il s'agissait d'une scène d'accouchement. Mais moi j'avoue que je suis absolument pas... je ne suis pas convaincue du tout, parce que les superpositions dans l'art paléolithique, il n'y a que ça, il y en a des milliers. Même sur les parois des grottes, des gravures enchevêtrées qui sont superposées, il y en a plein. Donc pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il y aurait un lien entre les deux figurations? Franchement, ça ne me paraît pas très convaincant. Donc voilà ce que je vous ai dit sur les enfants. J'espère que vous aurez envie d'en savoir plus sur ces enfants et la manière dont ils vivaient. Et je pense que ces enfants, au fond, n'étaient pas si différents de nos enfants. Il me semble, à moi, d'après le peu d'éléments qu'on a, pour moi, je pense que ces enfants n'étaient pas trop différents des petits homo sapiens d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.